of the motorsport industry to connect directly with the fans and aspiring drivers in Africa. All over the world, motorsport is recognized for its elite performance, focus on safety, and cutting-edge technology. Behind these high standards is the stewardship and the governance of FIA and its member organizations, which guide the future of racing. I would like to commend milestone, which signals the goal of the motorsport industry to connect directly with the fans and aspiring drivers in Africa. All over the world, motorsport is recognized for its elite performance, focus on safety, and cutting-edge technology. Behind these high standards is the stewardship and the governance of FIA and its member organizations, which guide the future of racing. I would like to commend FIA's sustainability initiatives. Formula E is a good example where we are seeing the development of electric vehicle technology. In Rwanda, we are pleased to be working closely with the Federation to develop a cross-car manufacturing facility. With the FI's blueprint, students from Rwanda Polytechnic produced a low-cost prototype, the first of its kind, which I was very happy to see last night. This highlights the importance of a skilled workforce to unlock more career pathways in motorsport in Africa, such as engineering and design. In a world where various forces are pushing us apart, the values of sportsmanship should bring us even closer together. It all comes down to respect and giving everyone the chance to contribute where they can. That's why it is so important for countries in every region and every income level to have a fair shot at hosting international sporting events. Sometimes when a non-traditional host country is announced, it is as if we did something wrong. If you judge by especially the media reaction, these attitudes have to be left in the past, and the role of sports governing bodies is absolutely central. In the coming years, Africa's sport economy is expected to grow at a rate of 8%. It is easy, therefore, to make the case that Africa will contribute more and more value to the business of sports, including the search for talent. I'm happy to formally announce that Rwanda
is bidding to bring the thrill of racing back to Africa by hosting Formula One Grand Prix. A big thank you to Stefano Domenicali and the entire team at Formula One for the good progress in our discussions so far. I assure you that we are approaching this opportunity with the seriousness and commitment which it deserves. Together, we will build something we can all be proud of. In Rwanda, we have made significant investment in sports infrastructure. The Beka Arena, where NBA Basketball Africa League finals have been held, or the newly renovated Amahoro Stadium, and the future Zaria Courts Complex developed by Masai Ujiri are a few examples. Our philosophy has always been to make the most of our valuable resources. We understand that sports is not just about buildings or events, but requires an entire ecosystem to cultivate talent and excite fans. This has real and tangible impact, not only on our economy, but also for our people. For every hotel, recreation facility, or restaurant that gets built, new jobs are created. Rwanda is ready, and we want to welcome even more fans and visitors while aiming for the highest quality standards in everything we do. We ask for your engagement and partnership. And once again, I thank you for bringing the General Assembly to Rwanda, and I wish you a very productive meeting. Thank you for your kind attention. Le sommet tripartite République démocratique du Congo, Angola, Rwanda aura bel et bien lieu ce dimanche 15 décembre avec la participation annoncée des chefs d'État de ces trois pays. Cette rencontre tripartite s'inscrit dans le cadre du processus de Luanda, un processus mis en place par l'Union africaine depuis près de 2 ans et soutenu par les Nations unies. Il vise à trouver une solution pacifique et diplomatique à la guerre d'agression que mène le Rwanda en territoire congolais avec les RDF et les troupes terroristes du M23. Les premières délégations des deux pays se trouvent déjà à Luanda, en Angola. Il est prévu ce samedi soir une première rencontre au niveau des ministres des Affaires étrangères des trois pays. Les discussions devraient porter entre autres sur les formats de participation, c'est-à-dire le nombre de personnes qui accompagneront les trois chefs d'État, le déroulé de la rencontre ainsi que le détail protocolaire. Ce soir, on connaît déjà les cadres qui vont abriter cette tripartite. Il s'agit du palais présidentiel de Luanda. La médiation angolaise se garde jusqu'ici de préciser s'il y a un accord à signer et surtout quelle en est la nature. Au cours de la première réunion de prise de contact entre la délégation de Kinshasa et la présidence angolaise, la délégation présidentielle de la République démocratique du Congo a fait savoir ses premières observations sur les projets des programmes sans livrer les moindres détails. La ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba, ainsi que le haut représentant du chef de l'État chargé du suivi de ces processus, Sumbu Mambu, arrivés ce matin, participeront à cette réunion ministérielle préparatoire prévue en fin de journée. Quelques membres du gouvernement, de la RDC et autres experts sont aussi attendus à Luanda. D'ici la fin de la journée, nous en saurons un peu plus sur les scénarios de la rencontre de ce dimanche entre les trois chefs d'État de la RDC, du Rwanda et de l'Angola. Du Rwanda et de l'Angola.
Et donc maintenant, je voudrais me pencher sur le déroulé de la réunion d'hier, la réunion ministérielle, parce qu'en effet, comme le ministre Mouyaya l'a indiqué, le sommet n'a pas eu lieu aujourd'hui, et ceci était lié à une série d'impasses et de blocages pendant les négociations, les dernières négociations que nous avons eues hier. En effet, pendant ces négociations, le Rwanda a brandi à nouveau le prétexte de l'importance d'une solution négociée et d'un dialogue direct entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et le groupe terroriste du M23. Une chose que nous n'avons jamais acceptée et que nous n'allons jamais accepter. Ce qui est clair, c'est que le groupe armé M23 était partie prenante du processus de Nairobi, s'est auto-exclu quand il a repris les armes, et que si ce groupe veut avoir un espoir en termes d'une possibilité d'exprimer ses griefs, et c'est par le président Uhuru Kenyatta. Et donc, la question du M23 a ressurgi, mais cette fois-ci sous une autre forme, parce que le Rwanda a insisté sur le fait qu'il y ait d'abord un dialogue direct entre la RDC et le M23 avant même qu'un accord puisse être signé. Et donc on voit que c'est une approche différente. Quand on parle du CONOPS, quand on parle de l'engagement pris par les deux parties, soit de retirer les troupes rwandaises de la RDC ou de neutraliser les FDLR, ce sont des engagements qui sont pris dans le cadre d'un accord qui va être signé. Dans la question, par rapport à la question du M23, le Rwanda a mis comme condition préalable à toute signature et à tout sommet qu'il y ait d'abord un échange direct et un dialogue direct entre la RDC et le M23. La République démocratique du Congo a rejeté cela, tout d'abord parce que c'était une tactique qui a été sortie en dernière minute, et nous l'avons vu pour ce qu'elle était, une tactique pour bloquer le processus, et aussi parce que nous avons toujours défendu notre position. Nous n'allons pas discuter directement avec un groupe terroriste. Et donc ceci a eu pour résultat que le Rwanda a exprimé son avis que le sommet n'avait plus lieu d'être. Et donc nous nous sommes retrouvés dans cette situation malheureuse ce matin où nous avons dû constater que le président rwandais, Paul Kagame, avait décidé de ne pas honorer l'invitation de son homologue angolais. Le président de la République démocratique du Congo, son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lui, a honoré sa parole et il a honoré aussi les efforts inlassables du facilitateur et s'est rendu ce matin à Luanda. Il s'est rendu ce matin à Luanda pour lui-même aussi constater l'absence de son homologue rwandais, ensemble avec le facilitateur. Et je pense que nous sommes arrivés à un moment assez tournant parce que nous avons tous pu constater hier que le Rwanda, la République démocratique du Congo et l'Angola étaient très proches d'avoir un accord de paix. Mais que le Rwanda a fait le choix de supporter et de continuer son appui envers le M23 aux dépens d'une perspective d'une paix et d'un accord de paix. Entre la paix et le M23, le Rwanda a choisi le M23. Donc, je pense que ça nous donne déjà un peu le tableau général de la situation dans laquelle nous nous sommes trouvés. Mais encore une fois, je pense que c'était important que le président de la République se soit rendu à Luanda parce qu'il a pu échanger avec son homologue angolais et aussi exprimer sa reconnaissance pour ses efforts de médiation qui ont été déployés pendant plus de 2 ans par l'Angola. Et donc voilà, merci beaucoup Madame la Ministre d'État de la concision. Vous avez dit beaucoup de choses, nous aurons l'occasion de revenir sur certaines avec les questions qui seront posées, mais très rapidement, comment s'est déroulé justement ces discussions, parce que nous savons que vous alliez jusqu'à des heures. Nous avons suivi que, par exemple, le Rwandais traînait les pieds pour venir. Vous avez dit il y a quelques jours au Conseil de sécurité que dans le cadre, par exemple, du mécanisme de vérification, les experts ne venaient toujours pas. Est-ce qu'il y avait véritablement une volonté durant ces discussions de parvenir à une solution, ou est-ce que c'était des gesticulations habituelles pour finalement dévoiler les vrais visages à la fin? Je pense que ce qui est important, c'est d'éviter les spéculations et de se concentrer sur les faits.
et sur les postures et sur les décisions politiques que le Rwanda a prises et que le Rwanda doit assumer. À commencer par le cessez-le-feu, entré en vigueur le 4 août. Depuis le 4 août, nous avons tous observé des violations récurrentes de ce cessez-le-feu par les forces armées rwandaises présentes en République démocratique du Congo en violation flagrante du droit international. C'est la raison pour laquelle la facilitation, la République démocratique du Congo et le Rwanda aussi ont mis en place le mécanisme de vérification ad hoc renforcé pour que toutes ces allégations de violation du cessez-le-feu puissent être examinées et corroborées. Et donc ce mécanisme a été mis en place le 5 novembre, mais aujourd'hui, le 15 décembre, donc 40 jours plus tard, nous notons avec déception que la République démocratique du Congo a déployé ses experts le 5 novembre, que l'Angola a déployé ses experts le 5 novembre, mais que nous attendons jusqu'à présent les experts du Rwanda. Et j'ai même soulevé la question ce lundi au Conseil de sécurité, et je me souviens que l'ambassadeur du Rwanda a répondu que les experts étaient en route. Je ne sais pas s'ils se sont perdus. Je ne pense pas que le Rwanda soit si grand qu'on se perde pendant tant de jours, mais ils ne sont toujours pas arrivés à Goma. Donc, depuis lundi, et selon la réponse de l'ambassadeur du représentant permanent du Rwanda aux Nations Unies, les experts du Rwanda qui ont été nommés pour participer au mécanisme de vérification ad hoc sont en route vers Goma. Le temps qu'ils arrivent. On va commencer la série des questions. On commence par M. Bienvenu Marie Bakoumania, et puis ce sera Ange Kassongo, puis M. Achille Kadima. Bonsoir Madame la Ministre. Bonsoir. Est-ce que la partie congolaise était surprise par ces refus du Rwanda de se présenter à la table de la signature? En cette séance, je suppose que vous avez compris comment il procède. Ma deuxième question, elle est aussi petite. Rwanda parle de report. Kigali également parle de report. Kinshasa parle de quoi? Report ou échec? Merci. Voilà. Madame la ministre d'État, vous pouvez répondre s'il vous plaît. Alors, la surprise, écoutez, comme je l'ai dit, nous constatons toujours la posture du Rwanda et je pense que cela édifie notre compréhension de la partie rwandaise dans sa posture de négociation. Surpris, non, nous ne l'étions pas parce que, comme je l'ai indiqué auparavant, les discussions étaient extrêmement difficiles et pénibles. Nous avons reconnu qu'il y avait un manque de bonne foi, et ça de manière perpétuelle, et à 1h du matin, après plus de 6 heures de négociation, quand la nouvelle est arrivée que le Rwanda allait se retirer et que le président Kagame n'allait plus participer, nous n'étions pas surpris, parce que c'était pour nous l'aboutissement d'un effort perpétuel qui avait été mené pendant la journée. Et nous n'étions pas surpris parce que nous nous sommes rendus compte que l'étau se resserrait sur le Rwanda. Si nous avions eu la présence du président Kagame et la signature, nous serions maintenant dans un contexte d'obligation légale, dans un contexte dans lequel un chef d'État ou 3 chefs d'État auraient signé un accord et seraient tenus redevables pour sa mise en œuvre. Et donc pour nous, c'est une confirmation de la posture du Rwanda et nous parlons de manière très ouverte de cette confirmation de la posture du Rwanda parce que ça a été aussi un long combat pour la République démocratique du Congo de dévoiler justement cette posture du Rwanda au monde entier. Et donc nous restons mobilisés pour la paix. C'est pour cela que nous avons participé jusqu'à la dernière minute. C'est pour cela que notre président s'est rendu à Luanda. Mais nous ne sommes pas surpris que le Rwanda n'ait aucun intérêt à ce qu'il y ait un accord et à ce qu'il y ait une paix durable. Sa posture, comme j'en ai parlé, que ce soit par rapport au cessez-le-feu, que ce soit par rapport à la question du mécanisme de vérification ad hoc, ou que ce soit par rapport aux postures qui sont défendues même dans le Conseil de sécurité, la posture du Rwanda nous montre clairement que c'est un État qui ne respecte pas le droit international, que c'est un État qui n'a
aucun scrupule de violer le droit international et de se présenter comme victime. Et nous, notre combat diplomatique, tout comme notre combat en termes de communication, est justement de montrer à toutes les parties prenantes le vrai visage des uns et des autres. Le nôtre, il est clair. C'est un visage d'un pays déterminé, c'est un visage d'un pays qui cherche la paix et qui reste engagé malgré les défis et les obstacles. Par rapport à votre deuxième question, est-ce que c'est un report ou un échec? Bon, l'un n'exclut pas l'autre. L'échec, en effet, il doit être constaté. Encore une fois, il y a un président qui invite ses homologues, qui invite 2 de ses homologues, et un qui ne vient pas, qui ne daigne pas d'honorer cette invitation. C'est un échec. La conséquence, c'est que certains acteurs essayent quand même de rester mobilisés pour la paix et font preuve de patience et de sagesse et disent « nous allons quand même continuer nos efforts ». Et c'est pour cela que nous n'abandonnons pas. Et c'est pour cela qu'il y aura un autre sommet. Et c'est pour cela que nous parlons ensuite d'un report. Mais d'abord, tout d'abord, c'est un échec. Et c'est l'échec du Rwanda. Tout à l'heure, apparemment, il y avait un petit souci de micro. Donc, la ministre d'État répondait à votre question si la République démocratique du Congo était surprise par la posture du Rwanda, ou encore pourquoi on parle, nous, des non-tenus, ou pourquoi on parle des reports, des discussions. Mais la vérité, c'est un échec pour le Rwanda. L'autre vérité aussi, c'est qu'il y a eu la démonstration de qui veut la paix et qui ne la veut pas. Il y a eu la démonstration de qui est le vrai fondateur, parrain, porte-parole du M23. Et c'est tout à fait clair. Les faits aujourd'hui démontrent qu'il y a un pays qui veut la paix, qui travaille aux côtés du médiateur, mais il y a un autre qui, par des subterfuges, trouve des voies et moyens pour pouvoir s'y dérober. De toute façon, nous, avec le président de la République, on y mettra fin, d'une manière ou d'une autre. Madame Ange Kassongo, s'il vous plaît. Bonsoir, leurs excellences. Alors, permettez-moi de poser mes 2 petites questions en anglais, s'il vous plaît. C'est Ange Kassongo pour Reuters. So, the first is, can you tell us, please, what Kigali Kadima, s'il vous plaît. La ministre, selon votre collègue des Affaires étrangères du Rwanda, vous n'êtes pas tombé d'accord à cause de l'intransigeance de votre délégation, à cause de l'intransigeance de la République démocratique du Congo. Dites-nous, madame, sur quel point Kinshasa ne saurait transiger, quelle est la ligne rouge à ne pas franchir? La deuxième question s'adresse au ministre de la Communication. Monsieur le ministre, comment interprétez-vous les refus du président Paul Kagame de faire les déplacements de Luanda? Merci. On va commencer par la ministre d'État et puis je pourrai commenter juste après. La question de ligne rouge, elle est claire, elle a toujours été claire et défendue par la République démocratique du Congo. Nous n'allons pas dialoguer avec un groupe terroriste comme le M23. La République démocratique du Congo, vous le savez tous mieux que moi, vient de très loin. Quand il s'agit des groupes armés, quand il s'agit aussi du poids des négociations que le pays a eu à engager avec des groupes armés qui ont utilisé la violence et la force pour avoir un accès politique ou pour avoir de l'importance ou de l'influence politique ou un accès à des ressources quelconques. Cette page a été définitivement tournée. Et c'est pour cela que pour nous, il est inacceptable. Et je ne pense pas que la République démocratique du Congo soit une exception mondiale quand nous disons qu'il est inacceptable de négocier directement avec un groupe armé qui bombarde des camps de déplacés, qui tue et qui massacre des civils, qui viole des femmes, qui pille des ressources naturelles et qui est aussi
coupable d'attaques contre des soldats de la paix. Cette ligne rouge, elle n'est pas exceptionnelle. Chaque autre pays qui se respecte et qui respecte sa position en tant que pays membre des Nations Unies n'accepterait jamais de parler avec un groupe armé comme le M23 et de lui donner ce degré de légitimité. Il y a un cadre très spécial pour la question des groupes armés congolais et c'est le processus de Nairobi. Il n'y a pas de traitement exceptionnel et il n'y a certainement pas de récompense pour les pilleurs, les violeurs et les assassins. Voilà. Alors, sur votre question, comment interpréter le refus du président rwandais de venir à Luanda? Peut-être qu'il faut lui poser la question. Mais si moi je dois vous répondre, c'est parce qu'il refuse de voir la mort de sa créature, parce qu'en réalité, en signant l'accord avec le gouvernement de la République démocratique du Congo, c'est consacrer la fin. Parce qu'on vous a déjà démontré de mille et une manières que les M23 en réalité n'existent pas. C'est un groupe des supplétifs, de pantins qui sont recrutés pour le besoin de faire la couverture de ces œuvres malsaines qui consistent principalement au pillage de nos ressources. La ministre d'État l'a déjà dit et redit plusieurs fois, la guerre, elle est économique, le mobile qui sont poursuivis par les M23, c'est de s'emparer des zones minières pour être sûr que nous continuons ou que le Rwanda continue à s'approvisionner depuis 30 ans. Et aujourd'hui, pour nous, dans la stratégie du président de la République, sur tous les fronts d'ailleurs, militaires, diplomatiques, médiatiques, économiques et judiciaires, c'est de mettre fin à toutes ces gesticulations. Et donc, sa non-venue aujourd'hui, ce n'est qu'une manière de retarder ce qui va lui arriver parce que nous finirons par y arriver à travers les différentes stratégies que nous avons mises en place. Et donc ça doit être bien clair. Et c'est pourquoi, pour cette question spécifique de l'Est, nous disons que les médias, que les Congolais, nous devons tous faire bloc derrière le président de la République. Et nous savions aujourd'hui qu'il ne viendrait pas. Tout simplement parce que lorsqu'il regarde ce qu'il engrange comme profit à travers les déplacements de population, à travers le pillage systématique, il ne pouvait justement pas trouver sa place dans un environnement où on veut parler de paix, dans un environnement où pendant plusieurs jours, en cette réunion, durant plusieurs mois, ces équipes ont convenu avec les nôtres. Je fais juste un tout petit rappel. Au début de cette crise, les Rwandais parlaient de 3 choses. Ils nous parlaient de quoi? Des discours de haine. Donnez-nous un exemple. Dans un pays de 100 millions d'habitants, discours de haine. Deuxième chose, ils nous parlaient de la problématique de réfugiés. Le vice-premier ministre Lutundu, qui a précédé Madame la Mineta à cette fonction, a signé avec la partie rwandaise des accords sous les auspices de Philippe Grandi à Genève pour régler la problématique de réfugiés. Et que par la suite, il y avait cette question récurrente, jamais achevée des FDLR, mais nous avons concédé parce que nous voulons aller vers la paix lorsqu'on parle de neutralisation. Et donc aujourd'hui, il y avait donc sur la table plus aucun prétexte pour que nous ne puissions pas faire le pas en avant. Mais lorsqu'on est obnubilé, on s'est nourri pendant longtemps du sang et des minerais du Congo, on veut continuer à avoir cet appétit. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on finira par y mettre fin. Alors, on ne peut pas m'en vouloir. Une dernière question. Allez-y rapidement alors. Est-ce donc un refus pour revendiquer la paternité du M23? Mais je l'ai dit en liminaire, c'est la paternité du M23 qui a été bien évidemment revendiquée. Parce que vous savez, avant, c'était toujours des camouflés. Si les M23 étaient véritablement un problème congolais, pourquoi les Rwandais doivent en faire une exigence dans les discussions avec les Congolais? Pourquoi? C'est une affaire rwandaise qu'ils essayent de congoliser parce que parmi nous, il y a des traîtres qui choisissent de rejoindre leur camp en espérant, malheureusement pour eux, qu'ils pourront tuer des Congolais pour arriver aux responsabilités à Kinshasa. Ça n'arrivera plus. Ils auront à la fois le président de la République et le peuple congolais derrière. On va évoluer avec M. Éric Izami. Merci de la Madame la Mineta, vous avez dit et vous avez fait mention que c'est un échec. Mais en même temps, vous avez parlé aussi du report. Alors, que répondez-vous à ceux des Congolais qui pensent que penser au report, c'est comme si nous, Kinshasa, nous croyons encore à ces processus qui a été, à mon avis, vidé de sa substance avec son non-venue. Et puis au ministre de la Communication et des Médias, Excellence, que répondez-vous à ceux des Congolais qui pensent que finalement on a compris, tout le monde a compris que Kagame ne respecte jamais rien.
Mais encore, il faut seulement lui faire la guerre. Mais que répondez-vous à ceux du Congo qui pensent que nous devons lui faire la guerre parce que finalement, il ne va pas nous donner la paix sur un bout de papier? Écoutez, ces Congolais qui veulent la guerre, ils ont raison. Mais il faut regarder le coût que cela représente dans un contexte où nous avons déjà des millions de personnes qui sont décédées. Il faut regarder l'environnement diplomatique dans lequel Madame pourra peut-être mieux dire que moi. Il faut regarder aussi la détermination du président de la République à veiller sur la vie de chaque Congolais. Parce que fort malheureusement, la plupart de ces conflits se déroulent sur notre territoire. C'est pour ça que lorsque nous vous parlons du front diplomatique, le front diplomatique aurait pu, avec son rythme, nous donner des résultats. Lorsqu'on parle du front judiciaire, du front économique, du front médiatique, c'est parce que nous devons combiner tous ces efforts pour mettre un terme à une situation qui perdure depuis 30 ans. Madame la ministre d'État. Tout à fait. Et justement, je comprends tout à fait la préoccupation et l'interrogation sur la viabilité du processus de Luanda après un tel échec. Mais en même temps, comme le ministre Mouyaya l'a indiqué, notre combat, il se décline sur plusieurs fronts. Le front diplomatique, c'est le front du dialogue, c'est le front des négociations, c'est le front de l'effort inlassable. En même temps, nous avons d'autres fronts. Nous avons notre front militaire, nous avons notre front médiatique. Et donc, en même temps, nous restons concentrés sur ce processus de Luanda. Pourquoi? Parce que c'est un processus qui va rendre le Rwanda redevable, qu'ils le veulent ou pas. Absolument. Et nous allons continuer la pression et nous sommes reconnaissants du fait que nous avons aussi un facilitateur qui reste déterminé à trouver une solution durable à ce conflit. C'est aussi une manière très importante pour nous de confronter tous nos amis, tous nos alliés de la communauté internationale qui nous encouragent à privilégier la voie diplomatique. Et en effet, nous la privilégions. Mais en même temps, il faut un environnement propice, un environnement diplomatique propice qui rende ce genre d'efforts diplomatiques aussi viable. Et c'est là où nous responsabilisons ceux qui insistent sur la voie diplomatique. Maintenant que nous avons prouvé et que nous prouvons chaque fois que nous allons à Luanda notre détermination, notre sérieux, et que nous faisons face chaque fois à une partie rwandaise qui aime nous faire perdre du temps, qui se perd dans des discours politiques, qui n'honore même pas des invitations d'un chef d'État, nous voulons aussi mettre à l'épreuve cette communauté internationale, ses amis, ses alliés qui insistent sur cette approche diplomatique. Maintenant, c'est le temps que ces voix-là s'élèvent et qu'elles tirent les conséquences des actions et des postures des uns et des autres. La République démocratique du Congo, le président de la République, était aujourd'hui à Luanda. Et il était à Luanda parce qu'il voulait signer un accord, parce qu'il voulait la paix. Où était son homologue?